Et donc vraiment dans ces fonctions qui sont les miennes, avec grand plaisir, je tenais à vous saluer et à me joindre à vous pour célébrer l'ouverture de la seconde édition de la Journée internationale des professeurs de français. C'est là qu'on voit qu'une année a passé très vite, il y a 12 mois, jour pour jour, j'étais sur mes fonctions précédentes, donc j'étais adjoint de mon ambassadeur à Dublin, et on recevait en effet en modalité présentielle à la résidence de France en Irlande pour la première Journée internationale des professeurs de français. Là, nous sommes en effet avec les modalités que nous connaissons, mais qui, en effet, comme Marcel le disait très bien, nous permettent d'être ensemble. Et je voulais vraiment tirer un immense coup de chapeau à toute mon équipe, à Caroline, donc notre nouvelle attachée de coopération éducative et linguistique, qui est arrivée également en septembre, quelques jours après moi, à Louis, son excellent adjoint, M. Louis Blanco-Cook, et à toute l'équipe. Nous avons avec nous Maë, qui est auprès de moi, ma chargée de mission pour les projets transversaux, les questions de communication. Et vraiment, toute l'équipe a beaucoup travaillé pour monter ce très beau programme et dans les modalités qui sont celles que nous connaissons du fait de la crise sanitaire. Donc, un immense merci et tous mes compliments à mon équipe pour le remarquable travail qui a été accompli. En parlant de l'équipe au sens le plus large, vous verrez que notre ambassadrice, Madame Claudia Schreier-Efos, a également souhaité s'unir à nous à travers une capsule vidéo qui vous est directement adressée pour vous remercier pour votre engagement dans la promotion et dans la diffusion du français. Et donc, capsule vidéo de l'ambassadrice qui sera diffusée au long de cette journée. À titre personnel, moi, je voulais profiter vraiment de ce moment qui m'est donné pour vous dire toute ma reconnaissance pour le travail que vous avez accompli et en particulier pour vraiment surmonter toutes les difficultés et tous les défis qui se sont présentés sans aucun préavis à vous tous au long de cette année 2020 très exigeante. Et franchement, toute l'équipe de l'ambassade et l'ambassadrice vous le dira dans la capsule qu'elle a voulu enregistrer, toute mon équipe à l'Institut français d'Argentine, nous sommes vraiment très admiratifs devant tous les efforts que vous avez fournis pour maintenir et pour aussi renforcer les liens au cours de ces mois totalement inédits à tous égards. Comme vous le savez, cette journée est une initiative qui a été impulsée par le chef de l'État, par le président de la République, par M. Emmanuel Macron. Et parlant du chef de l'État, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse, car vous aurez peut-être déjà vu la lettre d'hommage suite au décès de Diego Maradona, peut-être l'Argentin le plus célèbre de la planète, avec sa sainteté le pape François. Et donc le chef de l'État, grand amateur de football, comme vous savez, fin connaisseur également de football, a souhaité à la fois adresser une lettre d'hommage. Il adressera également une lettre, comme cela c'est l'usage diplomatique, bien sûr, au président Alberto Fernandez, au niveau des chefs de l'État, pour présenter ses condoléances et l'hommage du peuple français. Et je cite le chef de l'État parce qu'en effet, dans vos remarquables activités d'enseignants de français, cette lettre est certainement un texte qui pourra, le moment venu, être étudié, être analysé, tant elle est riche de formules de style, tant elle est riche de références culturelles, footballistiques, géopolitiques, le fameux Argentine-Angleterre de 1986, bien sûr. Et donc, en effet, notre chef de l'État a également, j'allais dire, ce talent-là, et donc souligner en effet que cette Journée internationale du professeur de français fait partie, c'est son initiative, et elle fait partie d'une stratégie large du gouvernement français pour le renforcement de la présence de la langue française dans le monde et pour une promotion du plurilinguisme, en particulier dans les systèmes éducatifs. L'objectif qui est poursuivi, vraiment la ligne stratégique de notre gouvernement français, c'est de rassembler tous les enseignants de français partout dans le monde afin de valoriser leur métier par des activités et des événements qui créent à la fois du lien et de la solidarité. Et cette notion de lien, elle est précisément au cœur de la programmation qui est proposée par l'Institut français d'Argentine, par Caroline et Louis, au tout premier chef, en ce jour de célébration. Vous allez assister dans un instant, et je les en remercie très sincèrement, à une table ronde dans laquelle Madame Graciela Frigerio, que je salue, Jovan Kostov, Marcel Lebrun, merci encore à Jovan et à Marcel, échangeront leurs regards sur les défis qui ont été ceux de 2020. Et ils pourront également nous proposer des pistes de réflexion et d'action face à l'avenir encore incertain qui nous attend. Nous le savons tous.
Sur le coup de midi, vous pourrez participer à une lecture collective qui sera proposée en partenariat avec l'Alliance française de Buenos Aires. Un atelier d'écriture slam et une ronde de lecture durant laquelle des lycéens mettront en scène et en voix des extraits d'une pièce de théâtre contemporaine, mais aussi une représentation théâtrale vous attendent. Et finalement, dès aujourd'hui, 26 novembre, et jusqu'à dimanche, 29 novembre, 3 films français de grande qualité seront en accès libre sur le site internet de l'Institut français d'Argentine. Je tenais également à saluer vraiment la riche programmation qui a été proposée par les institutions argentines, en particulier par les associations de professeurs de français, ainsi que par les alliances françaises. Vous savez peut-être d'ores et déjà qu'en Argentine, nous avons la chance d'avoir le 2e réseau mondial d'alliances françaises, 53 alliances sur tout le territoire argentin, dans pratiquement toutes les provinces. C'est vraiment en termes d'alliances françaises le 2e réseau mondial. Il n'y a que le réseau des États-Unis d'Amérique qui compte plus d'alliances. Donc c'est un outil formidable au service de la relation franco-argentine. Et je voulais également saluer donc les alliances, les associations des professeurs de français, mais aussi les départements de formation de professeurs de français. Un mot tout particulier aussi, avant de vous laisser avec par les excellentes mains de Caroline et Louise pour ce riche programme de la journée, remercier l'accompagnement donc du réseau des alliances françaises d'Argentine, de la Fédération argentine des professeurs de français, de toutes ces associations adhérentes, du lycée franco-argentin Jean Mermoz et des 3 distributeurs de films. Je mentionnais l'aspect culturel cinématographique il y a quelques instants. Les 3 distributeurs de films qui ont bien voulu prêter main forte aussi à l'organisation de la journée et à toutes les personnes qui ont accepté d'intervenir pour donner leur témoignage, pour également animer les activités. C'est vraiment une œuvre collective franco-argentine au service de l'enseignement, la valorisation de l'enseignement du français. Je ne me ferai pas plus long. Je vous souhaite vraiment d'agréables instants d'échange, de réflexion, également de divertissement culturel dans le meilleur sens du terme, dans une excellente compagnie. Et je vous souhaite vraiment une excellente journée du professeur de français en cette 2e édition très importante et qui sera certainement suivie de beaucoup d'autres. C'est la volonté de l'ensemble des acteurs du réseau culturel et de coopération à l'étranger comme de nos autorités à Paris. Merci encore à toutes et à tous et une excellente journée. Merci Lionel pour ces mots. Et donc, simplement vous dire bonjour à tous et à toutes, vous remercier pour votre présence. Donc, moi, je suis Caroline Pérez, la nouvelle attachée de coopération éducative et pour le français à l'Institut français d'Argentine, comme le disait Lionel. Et je suis également ravie de célébrer avec vous la 2e édition de la Journée internationale des profs de français et de lancer l'événement avec cette table ronde. Alors, je ne serai pas plus longue et je présenterai Monica Vidal, qui sera la modératrice de cette table ronde. Alors, Monica est traductrice et professeure de français. Elle est diplômée de la faculté des langues de l'Université nationale de Córdoba. Elle est titulaire d'un master en analyse du discours et d'un master en acquisition des langues à l'Université de Paris. Et pendant plusieurs années, elle a assuré des cours de linguistique, d'analyse du discours et de didactique du français langue culture étrangère au sein des instituts de formation de professeurs de français de Buenos Aires. Elle est actuellement professeure à la faculté de philosophie et des lettres de l'Université de Buenos Aires, où elle a co-dirigé plusieurs projets de recherche portant particulièrement sur l'acquisition de la lecture en français. Elle co-dirige aussi l'équipe de recherche qui travaille sur le plurilinguisme dans la formation des futurs professeurs de disciplines non linguistiques. Et depuis 2008, elle est responsable de la coordination pédagogique des professeurs de français des écoles élémentaires de modalité plurilingue de Buenos Aires. Et en 2019, elle a reçu les Palmes académiques. Donc, avant de laisser la parole à Monica, je vous prie de bien vouloir couper vos micros. Je crois que tout le monde l'a fait. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Voilà. Monica, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Bon, maintenant, je vais vous présenter les grandes lignes de la table ronde et puis après, comment on a pensé le déroulé pour cette heure et demie de rencontre. Comme vous le savez, l'intitulé de cette table ronde, Nouveaux liens, nouvelles pratiques et nouveaux projets,
est aussi l'intitulé décidé par la FIPF, la Fédération internationale des professeurs de français, qui coordonne l'organisation au niveau mondial de la journée qui est consacrée aux professeurs de français dans le monde entier. Je ne vais pas répéter ce que Lionel a déjà dit, mais comme vous le savez, l'objectif, c'est de valoriser le métier de professeur de français. Et pendant cette journée, on va rassembler, cette journée rassemble en fait des professeurs de français et aussi ceux qui enseignent en français des formations bilingues. Et voilà, comment nous avons pensé l'organisation de cette heure et demie. Et pendant la première demi-heure, nous allons écouter les 3 intervenants qui nous accompagnent aujourd'hui. Je vais les présenter au préalable. Pendant les deuxièmes 30 minutes, je vais poser quelques questions aux intervenants juste pour lancer le débat. Et les dernières 30 minutes, 25 minutes, parce qu'il faut laisser quand même 5 minutes pour la clôture, sera consacrée aux questions que vous pouvez poser, qui vous tiennent à cœur, que vous voulez manifester et que vous pouvez écrire sur le chat, parce que Caroline relèvera vos questions du chat et les posera aux intervenants pendant la dernière partie de cette rencontre. Alors maintenant, je voudrais passer à la présentation des intervenants aujourd'hui. En premier lieu, Graciela Frigerio. Elle est enseignante-chercheuse argentine, docteur en éducation de l'Université de Paris 5. Elle a dirigé et dirige encore divers travaux de recherche de master auprès d'étudiants d'universités argentines et des universités étrangères. Elle intervient régulièrement en tant qu'enseignante invitée dans des universités, des instituts, des centres de formation, des écoles et organismes pour présenter et partager ses recherches et ses réflexions autour des institutions, des relations générationnelles et des pratiques enseignantes afin de faire des propositions concrètes de remédiation. Et dans ce sens, elle nous annonce « cuidar y curar ». Elle a eu l'occasion de diriger une expérimentation institutionnelle au sein du Centre d'études multidisciplinaires. En s'appuyant sur ses séminaires autour de la transdisciplinarité et sur ses publications, elle a proposé et impulsé des lectures et des réflexions conceptuelles originales qui ont marqué la formation et les pratiques des professionnels de l'éducation, de la santé et du secteur social. Actuellement, elle est professeure de la Faculté des humanités et des sciences de l'Université nationale du Littoral, où elle dirige le doctorat en Sentidos, Teorías y Prácticas de la Educación. Elle coordonne également Ateneos de Pensamiento Clínico, qui mène une réflexion autour des institutions. Elle a fondé le groupe rioplatense d'études de psychanalyse et éducation. Jovan Kostov, il a occupé différents postes dans l'enseignement supérieur de la recherche et à France Éducation Internationale, en tant qu'enseignant-chercheur en linguistique, informatique et didactique des langues. Il est actuellement maître de conférences en linguistique et didactique de langue au département Sciences du langage de l'Université Paul Valéry Montpellier 3 et affilié à l'équipe de recherche d'Ipralang. Ses travaux de recherche, d'enseignement et d'encadrement portent sur la place de la grammaire dans l'enseignement de langue, le français sur objectifs spécifiques, le discours technopédagogique et sur les technologies dans l'enseignement et l'apprentissage des langues. Il est titulaire d'un doctorat en sciences du langage dans le domaine de la didactique et du traitement automatique de langue obtenu en 2013 à l'INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales. Finalement, Marcel Lebrun est docteur en sciences et actuellement professeur émérite en technologie de l'éducation, en faculté des sciences de l'éducation et conseiller pédagogique au Louvain Learning Lab de l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve en Belgique. Il accompagne les enseignants dans le développement des dispositifs techno-pédagogiques à valeur ajoutée pour l'apprentissage. Plus particulièrement, il s'intéresse actuellement aux modifications profondes induites par le numérique dans les sociétés,
rapport au savoir et rôle des acteurs, et par là à la position de l'école dans l'apprentissage toute la vie durant. Ces recherches les plus récentes portent sur l'hybridation dans les dispositifs de formation, dont les classes inversées et la recherche européenne ISUP, c'est-à-dire dispositif hybride en enseignement supérieur. Il est l'auteur de plusieurs articles scientifiques et d'ouvrages qui interrogent ces rapports entre l'apprentissage et le numérique dans l'école au sens large, du primaire à l'université et dans plusieurs pays. Parmi ces ouvrages, on mentionne Comment construire un dispositif de formation et le plus récent Classe inversée, enseigner et apprendre à l'endroit, publié par le réseau Canopé 2016. Très actif sur les réseaux sociaux, il tient un blog qui fait référence dans le domaine des innovations pédagogiques induites par le numérique. Bien, alors maintenant, Graciela, on t'écoute. À toi la parole. Merci, merci Monica. Bon, bonjour à toutes et à tous. Et je tiens d'abord à remercier cette occasion de partager un moment d'échange. Et je ne suis pas sûre que vous allez apprécier ma position. Je viens pleine de perplexité. Je viens avec beaucoup de questions et très peu, aucune réponse. Donc, il se peut que vous soyez déçus. Et si vous attendez de cette petite présentation, une sorte de guide pour l'action. Et si je remercie les organisateurs de me permettre de partager avec vous ces moments, et je dois vous dire que je l'apprécie particulièrement et que j'aime bien fêter les jours des enseignants de français dans un moment si critique pour l'éducation et les systèmes éducatifs dans le monde. Et c'est un moment, pour moi, je ne sais pas pour vous, particulièrement bouleversant. Un moment où je pourrais dire que se convoque dans ma tête une sorte d'assemblée de questions, d'interrogations, où tout est mis en cause. Qu'est-ce qu'il faudra-t-il soutenir? Qu'est-ce qu'il faudra-t-il changer? Qu'est-ce qu'allons-nous faire? Et pourquoi faire? Où sont les sens? Est-ce que les sens se sont égarés? Est-ce qu'on peut les réinventer? Peut-être vous ne partagez pas cette position un peu catégorique, enfin, ferme de ma part, mais en tout cas, c'est ma façon de me présenter. Et dans ces présentations, je tiens aussi à vous demander à l'avance des excuses, car vous l'entendez bien déjà, je malmène une langue que j'aime et qui est plus votre langue que la mienne. J'aime beaucoup le français. Il était toujours pour moi une langue qui a fait accueil à l'étrangeté de la pensée, qui continue à le faire d'ailleurs. Et je pense que faire accueil à l'étrangeté, c'est quand même une partie de quelque chose de l'éducation auquel je ne voudrais pas renoncer dans le bouleversement présent, dans la façon où nous allons faire face à l'avenir. Je voudrais vous avertir aussi que j'ai d'habitude, on parlait avant qu'on se rencontre tous, des habitudes de présentation. Et bon, bien sûr, vous allez voir, il y a des présentations bien structurées, organisées, etc. Moi, je travaille toujours par fragments, comme une sorte de casse-tête, où il me manque toujours une pièce, et il y a toujours une place pour laquelle je n'ai aucune pièce. Mais j'ai fait confiance à une position du psychanalyste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Max Dora. Et Max Dora affirme comme ça, et j'espère qu'il a raison, que les montages mystérieusement produisent du sens. Alors, j'espère que ces montages que c'est à vous de faire, je ne pourrais pas les faire à votre place, produira quand même un sens dans la perspective de quelque chose que Marcel disait avant qu'on ouvre la salle à tous, c'est qu'on est quand même pas mal confinés les uns et les autres et qu'il y a un risque de confinement des corps, des suivis de cette proposition, indication, restez chez vous, ne bougez pas, ne finissez pas pour clôturer, confiner, mettre en quarantaine la pensée. C'est un moment où je pense que c'est un moment où on doit se résister à que la pensée reste en quarantaine, que la pensée se replie sur elle-même sans s'ouvrir à d'autres choses. Et je souligne cela parce que je ne sais pas si vous partagez ces sentiments, cette perception dans l'air du temps,
c'est qu'il y a quand même une tendance dans certaines, pas toutes, de revenir en arrière sur les conforts d'une position mélancolique qui, face à ces bouleversements, s'est dit il faut reprendre ce qu'on avait avant. Il faut revenir sur la normalité. Maximum, on me dit une nouvelle normalité, sans préciser trop. Si la normalité ancienne était une normalité qui était désirable, au sens qui construisait des justices sociales et que cette justice sociale était en rapport avec une certaine justice éducative, ou bien c'est une façon de continuer, une façon de faire le monde qui produisait pas tellement de monde finalement. Et premier fragment, je voudrais partager avec vous et je vais traduire pour Marcel, mais si j'ai traduit mal, je compte sur vous pour m'aider. C'est un petit poème qui exprime beaucoup ma position en ce moment d'un poète argentin qui s'appelle Roberto Juarros. Il dit que las cosas escapen de sus formas, que las formas escapen de sus cosas y vuelvan a unirse de otro modo. El mundo se repite demasiado. Es hora de fundar un nuevo mundo. Que les choses échappent de ses formes, que les formes échappent des choses. Ils puissent se réunir autrement. Le monde se répète en trop. Il est heure de créer un nouveau monde. Et je signale cette poésie parce que je pense qu'elle est porteuse quand même, et qu'elle exprime en tout cas une position face à un monde qui était ébranlé, clivé, usé, et où tout ce qui était habituel, les habitudes, les habitus, on pourrait dire aussi, se sont complètement bouleversés. Et tous les coordonnées ont été chamboulés. L'espace a passé à se penser, à se registrer, à se recorrer, à se parcourir autrement. Les temps, ça ne vaut pas la même chose. Il y a un écrivain haïtien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lionel Trouillot. Lionel Trouillot a inventé un verbe, non? Tic-taquer, tic-taquer. Et il dit, les horloges ne tic-taquent pas à la même heure. Ce qui veut dire que pour chacun de nous, il y a toujours un temps qui est un temps qui se superpose, parfois se confronte, s'affronte au temps social. En tout cas, c'est un temps social qui fait peur. À moi particulièrement, me fait peur. Parce que je trouve que dans certains contextes, et je n'échappe pas, et c'est là où je n'échappe pas non plus, que je parle complètement affectée pour un contexte. Et je ne peux pas parler hors lieu, hors temps, hors des réalités dans lesquelles je suis immerse tous les jours. Mais dans cet univers qui est le mien de tous les jours, qui était le mien de tous les jours, et qui en quelque sorte continue à l'être, les liens sociaux étaient franchement fort affaiblis. L'inégalité sociale s'exprimait d'une façon très cruelle. Et c'est pourquoi quand on entend parler de nos jours de la distance sociale nécessaire pour se protéger la santé, je dis que cette distance sociale métrique de l'échelle numérique vient exprimer aussi une distance sociale préalable, qui est une distance de classe, qui marquait ceux qui avaient accès à certaines choses et ceux qui étaient bloqués pour l'accès de certaines choses. Ceux qui avaient pour eux un monde possible avec toutes les langues, plusieurs traits d'identité pour s'identifier, et ceux qui étaient confinés par leur origine, condamnés à que leur futur ne soit pas que l'accomplissement d'une prophétie des échecs annoncés à l'avance. La chronique d'un échec annoncé. Enfin, je vous dis tout ça pour dire je suis inquiète. Que vont-ils devenir les liens sociaux? Et si je pose cette préoccupation pour les liens sociaux, et c'est parce que je suis sûre, comme le suggère Roland Gori, c'est un psychanalyste que j'apprécie beaucoup, où il signale que la façon politique dont on a affaire à la vulnérabilité de l'homme, qu'elle est propre des humains tous, n'est pas confinée pour une classe, secteur ou groupe, nous sommes tous vulnérables, mais que les façons politiques de faire face à la vulnérabilité
façonne les liens sociaux et façonne aussi les liens et les rapports au savoir. La question au fond, c'est quel lien au savoir? Quel rapport au savoir va rester après ces sortes de tremblements, des tsunamis qui a assolé tous les continents et qui a aussi quand même quelque chose d'inédit, c'est de créer un moment de suspension de tout ce qui était rituel, habituel et que nous avons pris par naturel. Dans tous les quartiers, l'horaire de l'école marquait quand même l'heure des rapports à la vie, à la journée. Et tout ça a été chamboulé. Et on n'écoute pas la même chose. Réveille-toi, fais vite, il faut prendre le petit-déj. On va arriver en retard, cours, dépêche-toi. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école? As-tu joué? Enfin, tout ça a été interrompu. Il y a quelque chose qui était complètement mis en suspension. L'interruption, et j'aimerais bien partager avec vous, il y a peu de temps, j'ai lisé un écrit d'une artiste qui faisait de la peinture et des sculptures, Louise Bourgeois. Vous connaissez certainement ses œuvres. Et Louise Bourgeois qui produisait des installations magnifiques et avec beaucoup de corps cassés, mutilés. Non? Elle exprime dans son petit texte, parfois cela arrive que les présents décapitent les passés. Ah, décapitation. Comme ça, coupure de la tête, séparation de la tête. Au départ, je dois vous dire, cette phrase m'a beaucoup touchée. J'ai dit oui, c'est justement ça, on est décapité. Il y a quelque chose qui a fait une interruption radicale du monde. Et tout de suite après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis bête? Et on n'a pas perdu la tête et on n'a pas perdu non plus un héritage des paroles, des notions, des concepts qui devraient être signifiés pour nous permettre de faire face à cette éclosion, cette explosion d'incertitude. Bien sûr, dans cette incertitude, il y a la question, qu'est-ce que vont-ils devenir les institutions de l'éducation? Est-ce qu'il y aura un sens à la soutenir telle qu'elle? Il y avait déjà des doutes par rapport aux institutions éducatives. Vous vous rappelez certainement, on s'est posé des questions. Elles n'étaient pas si justicières, elles n'étaient pas si efficaces, elles ne réussissaient pas si bien, elles s'étaient mal notées de tout point de vue, et on avait beaucoup envie de les changer. Et étant donné que maintenant l'événement s'est produit pour les changer, on se trouve parfois un peu tétanisé dans nos pensées. C'est pourquoi il y a ces replis nostalgiques. Et il y a aussi une fuite en avant parfois qui fait l'économie du présent. Pourrons-nous supporter l'angoisse du présent pour penser les futurs? Et rassurez-vous, je suis institutionnaliste. Ça veut dire deux choses pour moi, et je vais faire appel à deux auteurs qui sont pour moi des sources de filiation symbolique. Il s'agit de Pierre Legendre d'un côté, il s'agit d'Eugène Enriquez de l'autre. Pierre Legendre, vous savez, il n'a rien à voir avec l'éducation. Un théoricien du droit, avec une solide formation psychanalytique, un historien, un anthropologue. Mais Pierre Legendre, vous savez, parfois quand on s'inscrit dans une filiation symbolique, ce n'est pas pour l'identité complète, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait bouger la pensée. Mais il dit, on n'a jamais vu, on ne verra jamais une société vivre et se gouverner sans scénario fondateur, sans narration totémique, sans musique, sans chorégraphie. On n'a jamais vu, on ne verra jamais une société vivre et se gouverner sans préceptes et sans interdits. On n'a jamais vu, on ne verra jamais une société vivre et se gouverner sans une colle qui fasse tenir ensemble ces registres disparates, c'est-à-dire qui obtiennent la coïncidence des opposés. Est-ce que l'éducation réussira à faire cette colle dans un monde complètement fragmenté, un monde complètement clivé, un monde qui ne fonctionne pas comme un monde? Bien sûr, qu'on ne puisse pas fonctionner sans institutions, cela ne veut pas dire que les institutions présentes soient la source d'un moteur de la vie. Et c'est pourquoi, et j'ai fait appel au mot d'Eugène Enriquez, quand il assure, il affirme qu'il n'y a rien de plus urgent que d'inventer de nouvelles institutions, parce que c'est en les créant que l'individu se recrée lui-même, que les sociétés se rajeunissent
et qu'elles expulsent les temps usés. L'éducation joue pour moi là, dans cette position entre un temps usé qu'il faut quand même laisser partir et un temps nouveau qu'il faut inventer, non sans un certain courage. Un certain courage exige un travail de pensée. Mais il faut dire que la pensée n'est pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire que nous utilisons le verbe penser, mais que nous ne prenons pas au sérieux. Parce que si on suit l'idée de penser, penser c'est quelque chose qu'on fera de façon complètement exceptionnelle. C'est-à-dire quand on ose interroger les paradigmes qui encerclent notre façon de regarder le monde. Cet cercle cognitif d'information et d'essence. Nous y voilà, perplexes. Pourrons-nous soutenir la perplexité? Je pense qu'on a les droits à la perplexité et qu'on a en même temps la responsabilité de faire face à cette attente des nouveaux venus au dire d'Hannah Arendt. Je me suis peut-être élargie trop, je m'arrête ici et vous remercie. Merci beaucoup, Graciela. Merci beaucoup. Donc, je passe maintenant la parole à Yovan, s'il te plaît. On oui, t'écoute. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Eh bien, j'en profite tout d'abord pour vous remercier, donc les organisateurs de m'avoir invité pour cette table ronde qui est très très riche et qui fait en fait qui fait reprendre des préoccupations de la vie de tous les jours des enseignants. Ça va me permettre de faire deux choses. Donc, de parler d'un côté des nouveaux liens et des nouvelles pratiques, qui est la thématique de la table ronde, et d'autre part, en fait, de rompre une idée peut-être reçue qui est celle que il y a d'un côté les enseignants et de l'autre côté les universitaires. Alors, il y a universitaires et universitaires. En fait, les universitaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la recherche, mais cette recherche ne saurait être appuyée, ne saurait être comment dire, valable si on n'entretient pas du tout de lien avec le terrain. Et je ne veux pas réduire le métier d'enseignant, donc de professeur de français, à un terrain pur et simple, au risque de le déshumaniser, mais je voudrais dire, en fait, la façon dont font les enseignants, les profs de français, pour moi, en fait, c'est un terrain de recherche très, très riche auquel j'applique mon modeste savoir et savoir-faire pour mieux préparer les générations à venir, à la fois aux technologies et de les lier à leurs préoccupations donc principales qui sont enseigner une langue, que ce soit le français, que ce soit une autre langue, parce que je m'identifie personnellement comme quelqu'un qui travaille dans la didactique des langues et pas uniquement et exclusivement dans le français. Alors, en fait, comment créer le lien? C'est une vaste entreprise, c'est une question assez large. Comme je disais, je travaille donc plutôt dans le domaine des technologies éducatives. Je ne parlerai pas de nouvelles technologies parce qu'elles ne sont aucunement nouvelles. Ce qui est nouveau dans ces technologies, c'est surtout en fait la façon dont on va l'utiliser pour créer du lien au sein de nos cours. Alors, plusieurs interrogations en fait me viennent à l'esprit et je vais essayer de les partager avec vous sur l'écran. Je ne sais pas si vous les voyez. Une des interrogations en fait, c'est comment utiliser ces technologies à bon escient. Et en préparant l'intervention de cette table ronde, je me suis posé les questions
quelles sont les préoccupations des enseignants d'aujourd'hui et comment on peut en fait faire en sorte que leur travail soit plus agréable. Et donc, je suis parti de plusieurs interrogations. Comment corriger moins, plus vite, qui est une tâche assez problématique en fait. Comment aborder une compétence, une habileté, compétence orale, écrite, expression, expression, compréhension, avec quels outils? Est-ce que l'on se base sur des outils nouveaux, sur des outils existants? Comment on forme? Ce qui me permettra également en fait d'aborder la question de la formation des futurs enseignants de langue. Comment gagner du temps, qui est une préoccupation vraiment qui est au cœur de chaque enseignant, qui a beaucoup de choses à faire. On voit le monde de l'enseignant aujourd'hui se transformer avec des tâches qui jusqu'à maintenant étaient enseignées, préparer son cours, mais qui se complètent avec des tâches administratives. Quelles sont les pratiques d'interaction des apprenants pour que je leur serve ce qu'ils veulent entendre, ou du moins de la façon dont ils entendent le mieux ce que je veux moi leur enseigner. Est-ce que j'utilise une manière synchrone? Est-ce que je planche plutôt pour l'asynchrone? Et comment les motiver? Et donc, cette période-là nous a fait découvrir en fait que le lien existe et le défi, en fait, c'était de le maintenir, ce lien, de le maintenir et on s'est retrouvé face à une situation où le maintien, non pas en fait la création, mais le maintien est devenu très, très difficile. Et donc, à ce sujet, à propos du maintien du lien, en fait, je vous renvoie vers un ouvrage d'un de mes collègues, donc André Tricot, qui travaille dans le domaine du numérique éducatif. Donc, c'est un ouvrage qui est fait par Franck Amadieu et par André Tricot. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Si tu peux me confirmer, Monica, oui, si tout mon à écran fait. est On visible. voit ton écran, tout à fait. Très bien, très bien. Donc, je vais juste, en fait, parce que je vous ai partagé une application, mais je vais vous partager la totalité de l'écran pour que vous voyez tout ce que je suis en train de naviguer. Donc, je parlais de cet ouvrage-là, Apprendre avec le numérique, de Franck Amadieu et d'André Tricot, qui, en fait, fait partie d'une collection très, très utile qui est celle, et très intéressante, qui est celle des mythes et des réalités. Parce que il y a eu aussi comment dire, un ressurgissement des mythes sur le numérique au moment où la période que l'on est en train de vivre a commencé. Et donc, dans cet ouvrage, il traite chapitre par chapitre de 14 idées qui représentent effectivement des mythes sur le numérique en éducation, ce qu'on appelle le numérique éducatif. Alors, donc ça, c'était la première interrogation que j'avais eue. Donc, ce n'était pas seulement créer du lien, mais en fait, comment maintenir également le lien, qui était le défi le plus important de cette période. Et donc, dans cet ouvrage, qui est résumé de la façon suivante, André Tricot montre en fait le clivage, et Franck Amadieu montrent tous les deux le clivage qui existe autour de cette notion de numérique éducatif, qui, à mon sens, en fait, vient de deux raisons. La première, c'est le manque de préparation. Le manque de préparation des enseignants dans le cadre des formations initiales universitaires lorsqu'ils choisissent
de faire ce métier donc de professeur de langue, de professeur de français. Et deuxièmement, en fait, il y a aussi la profusion des outils. On en a parlé un petit peu lorsqu'on a mis en place cette table ronde. La profusion d'outils, en fait, qui est très, très gênante et empêche en quelque sorte de se concentrer sur des outils communs, universaux, communément acceptés pour pouvoir servir à nos apprenants, à notre public, le savoir et le savoir-faire que l'on vise. Et en fait, plus loin, si je vais plus loin dans ma réflexion, en fait, l'ouvrage se pose les questions très pertinentes sur la préférence des élèves, les pratiques communicatives, la détérioration de la lecture, la nécessité d'enseigner le codage, l'intelligence artificielle à laquelle, permettez-moi de dire en fait très très haut et fort, je ne crois pas encore, même si elle est très très bien, je plancherai plutôt pour le terme d'intelligence collective qui consiste en fait à prendre le meilleur de tout le monde pour pouvoir pallier à la création de liens et aux problématiques qui sont soulevées par le public lui-même, qui encore une fois, donc j'y reviendrai au besoin, représente pour nous enseignants-chercheurs un terrain terrain de recherche, hein, j'entends, très très fertile pour savoir comment nous, de notre côté, on peut aider et donc améliorer la création de liens à la fois entre enseignants et à la fois entre enseignants et apprenants. Donc, je ne veux pas non plus accaparer la parole pour cette table ronde. Donc, vous voyez, je vous ai donné un panorama assez global des préoccupations en fait et des interrogations qu'ouvre cette table ronde. Et donc, je laisse la parole à Marcel, que j'ai hâte d'entendre justement sur certaines questions parce que je pense que c'est la clé de voûte de cette table ronde en fonction de ce que Graciela et moi aurons dit. Merci beaucoup, Yovan. On t'écoute, Marcel. Et ton micro, Marcel, ton micro. Ton micro, il est fermé. Et voilà, ça va mieux comme ça. Ah, voilà, merci. Merci. Eh bien, aussi ravi d'être avec vous. Comme je le disais, c'est toujours une opportunité de pouvoir s'exprimer, dialoguer avec des personnes, surtout d'aussi loin. Voilà, ma petite préparation par rapport à cette table ronde portera sur 3 points. Tout d'abord, ce monde numérique, hein, dont on a déjà pas mal parlé, la notion de compétence qui a déjà été abordée par Johan, et finalement mon interrogation, parce que comme Graciela, j'aurais l'air peut-être de vous donner des choses bien assises et tout, mais croyez-moi bien, elles ne sont que le reflet de plusieurs questions. Alors, sur ce premier point, je vais tout d'abord m'exprimer sur ce monde que nous ressentons, un monde en changement rapide. Alors, j'ai l'habitude de mettre quelques références, hein, on ne s'exprime pas comme dans un texte avec des références en fin d'article, mais bon, une revue, Philosophie Magazine, pourquoi nous n'apprendrons plus comme avant, et le dernier livre de Harari sur les leçons du XXIe siècle.
Alors, ces changements vont très vite, hein. Il y a par exemple un livre de Hartmut Rosa qui nous parle de cette accélération, hein. On ne parle pas simplement de vitesse, on est vraiment dans un temps d'accélération. Une vue assez négative parfois de cette emprise qu'a le numérique sur nous, et également une vue beaucoup plus positive de Milad Douei qui n'hésite pas à parler d'une promesse d'un humanisme numérique. Vous vous rendez compte de la collision des mots, l'humanisme, l'humanité et les valeurs associées à ce monde numérique. J'aimerais vous dire combien les choses vont vite. L'écriture, c'est une affaire de 3-4 millénaires d'ici 200 générations. L'imprimerie, 5-6 siècles, une vingtaine de générations. Et le numérique, il est là depuis, 2 ou 3 décennies, une bonne génération. Et tout cela, on l'a déjà dit, ce sont chaque fois des rapports au savoir qui ont été ébranlés. Avec l'imprimerie, les calvinistes disaient ça, vous n'avez plus besoin de quelqu'un qui va vous interpréter les textes sacrés, vous allez pouvoir les lire vous-même. Et évidemment, ce livre, cette imprimerie, allait donner naissance au partage des idées au siècle des Lumières. Je n'ose envisager ce que le numérique nous promet. Tous les changements, déjà Héraclite d'Éphèse au VIe siècle avant Jésus-Christ le disait, et Yuval Harari, donc l'auteur de Sapiens bien connu, nous dit également que la seule constante est le changement, et que la capacité la plus importante qu'il faudra enseigner, et je vous dis, ce livre a été écrit avant le Covid, n'est-ce pas? La capacité la plus importante sera celle d'affronter le changement, d'apprendre des choses nouvelles, de préserver notre équilibre mental dans des situations peu familières. Il faudra savoir se réinventer sans cesse. Mon Dieu, que ce texte résonne avec les temps que nous vivons. D'autres personnes nous le disent déjà depuis pas mal d'années. Ici, vous avez M. Schleicher qui nous parle de l'école en nous disant que nous devons surtout préparer les élèves à des emplois qui n'existent pas encore, à des technologies qui restent à inventer et à des problèmes dont nous ne savons encore rien. Vous l'avez compris, je ne crois plus trop aux universaux en me proclamant, si vous voulez, quelque part, apôtre du changement, mais évidemment avec les compétences qui vont avec. Cette même personne disait à des enseignants belges, j'insiste beaucoup là-dessus, l'enseignement belge fonctionne encore comme une usine. Vous avez des élèves du 21e siècle, des enseignants et une pédagogie du 20e et une organisation du travail du 19e siècle, à l'époque où il s'agissait de former de bons ouvriers obéissants et des employés. Mon Dieu, que ce mot est vilain. Les compétences. Bien sûr, pour assumer ces changements, des compétences restent à développer. Si nous vivons tellement mal cette accélération, il me semble que c'est peut-être parce que nous n'avons pas été suffisamment préparés à cela. Michel Fabre, dans son livre, Éduquer pour un monde problématique, nous dit que nous allons devoir changer notre vision globale de la formation qui est celle de la carte. On passe par tel endroit pour aller à tel endroit et continuer vers tel endroit. Et il nous dit que la métaphore de la carte n'est peut-être plus adaptée au temps que nous vivons, il faudrait peut-être une métaphore de la boussole. Il nous dit que nous étions des terriens habitués à la carte et nous voilà devenus des marins qui devons se former au questionnement, au doute et à la problématisation. C'est ce que nous devrions faire maintenant au lieu de nous demander quand est-ce que nous allons retourner à l'état normal, qui pour moi est un état largement anormal. Michel Serres, dans Petite Poussette, un livre que les enseignants devraient lire, nous parle de ce savoir qui est déjà transmis.
il nous le dit. Si vous pensez qu'enseigner, c'est juste transmettre des savoirs, eh bien, ben oui, au XXIe siècle, vous risquez fort d'être remplacé. Parce que le savoir, il est déjà finalement complètement transmis. Alors vous allez me dire, vous êtes un peu révolutionnaire. Mais peut-être, mais si vous lisez un peu, vous verrez qu'on parle beaucoup des compétences du XXIe siècle. La collaboration, hein, on a parlé tantôt, Johan a parlé de l'intelligence collective, de la pensée critique, de la créativité, de l'innovation, de la communication, de l'apprentissage toute la vie durant. Vous allez me dire, oui, mais où sont les savoirs? Où sont les disciplines? Eh bien, regardez bien l'anneau blanc sur la figure. Les disciplines, elles sont à l'extérieur. En effet, il y a 20 ans d'ici, on aurait sans doute mis les savoirs au centre. Il faut d'abord connaître. Et on aurait mis les compétences autour, un peu comme un produit second, finalement, résultant un peu par chance des études. Vous voyez combien l'externalisation des savoirs en a fait un sujet finalement périphérique. Alors, la modification, l'école de demain, si vous voulez, comment allons-nous y aller? Eh bien, je vous livrerai ce schéma qui montre deux transformations. Le savoir peut être transmis en classe par le professeur, c'est comme ça que j'ai été largement formé. On vous l'a dit, les rapports au savoir sont en train de changer parce qu'une bonne partie des savoirs est actuellement externalisée. Elle se trouve sur YouTube, en vidéo, diffusée sur Internet. On peut aussi penser aux savoirs qui sont récoltés par les étudiants eux-mêmes. Autrement dit, dans le premier cas, c'est toujours l'enseignant qui donne son cours, même s'il le fait au travers de vidéos. Dans le deuxième cas, les savoirs sont récoltés par les élèves. Il en va de même des modifications par rapport au rôle. Vous voyez, l'enseignant peut donner son cours. Ben oui, il peut bien sûr le faire. Il construit le dispositif. Dans un deuxième temps, les étudiants prennent un peu la main, si vous voulez. Ils participent à la co-construction des connaissances. Et finalement, là-bas tout au-dessus, les étudiants vont construire eux-mêmes le dispositif et vont faire le cours pour leurs condisciples. Ça, vous l'avez peut-être compris, c'est ce qu'on appelle les classes inversées. Le type 1 de la classe inversée, c'est l'enseignant qui transmet les savoirs via les moyens de communication que nous connaissons actuellement. Les vidéos ou qui donnent accès à des vidéos existantes sur YouTube. Alors, comprenez-moi bien, si l'enseignant externalise les savoirs, ce n'est pas pour ne plus rien faire du tout. Non, c'est pour donner du sens à la présence. Et je pense que c'est de cela dont nous allons avoir besoin. Il ne s'agit pas de reconstruire cette présence de l'enseignant dans un amphi où il n'y avait que de présence que la proximité. Non, il s'agit d'utiliser la présence pour faire des choses beaucoup plus significatives. La deuxième configuration, c'est les étudiants viennent en classe avec des savoirs et ils vont les partager avec leurs collègues de manière à faire naître des questions, des débats. L'enseignant pourra ainsi répondre à des questions que les élèves se posent plutôt que de répondre à des questions qu'ils ne se posent pas. Évidemment, des enseignants dans leurs cours font tout cela. Ils transmettent des savoirs, ils ont des vidéos, ils demandent aux étudiants d'aller chercher les savoirs et c'est ce que nous avons mis en évidence dans nos recherches, un type 3 qui est beaucoup plus hybride en termes de savoir. Les savoirs sont toujours là, mais en rajoutant une couche qui est construction des compétences par les étudiants eux-mêmes, parce que cette chose-là, l'enseignant ne peut pas leur enseigner. Si vous le voulez, je vais vers une sorte de pensée systémique. Entre les savoirs et les compétences, faut-il choisir? Non, les deux sont là. La notion de compétence contient
la notion de savoir? Est-ce que nous allons devoir choisir entre la présence et la distance? Non pas. Nous allons devoir trouver finalement le meilleur agencement possible. Ça me rappelle un petit peu, parce que j'ai aussi eu beaucoup de plaisir à étudier la philosophie, que depuis des siècles, voire des millénaires, les philosophes se battent entre ce monde des idées, hein, le monde des règles, le monde des modèles, le monde des formules. On m'a parlé dans mes études des lois de Kepler, on m'a parlé de l'équation de Schrödinger, et on ne m'a jamais dit qui étaient ces personnes, tant le monde des idées prenait la place. De l'autre côté, le monde de l'empirisme, des faits, de la réalité concrète, des percepts de l'expérience. Alors, est-ce que c'est l'un contre l'autre? Je pense qu'entre le behaviorisme, vous avez étudié ça dans les études d'enseignants, qui consistait à comment faire pour bien transmettre les savoirs de manière telle que l'élève apprenne, entre le behaviorisme donc et le constructivisme, qui revient à dire « mais l'enseignant ne peut pas construire les connaissances de l'élève, c'est à l'élève de construire ses connaissances », je pense que nous allons devoir trouver le meilleur agencement possible, et c'est à cette hybridation que je souhaite vous amener. Le monde ne sera plus comme avant, il sera probablement un hybride. Le pire ou la meilleure des choses, écoutez, Socrate le disait déjà en parlant du pharmacon. Est-ce que les technologies sont un remède ou un poison? Vous savez que Socrate n'aimait pas l'écriture, il n'aime pas cela. Eh bien, ce sont les deux à la fois, et le remède sera à la place du poison. Cela dépendra de nous uniquement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marcel. Je pense que vous trois, vous avez touché aux questions les plus nodales que nous nous posons. Alors juste, je vais poser une petite question et après, je vais laisser la parole à Caroline pour reprendre les questions que le public a posées sur le chat. Et alors, une première petite question, juste qui va fonctionner comme brise-glace. Alors, pendant cette époque de pandémie, nous avons travaillé, nous avons vécu comme nous avons pu, hein, selon nos contextes, selon nos ressources. Alors, je voudrais est-ce que vous pouvez nous donner en 3 mots votre ressenti par rapport à l'époque actuelle? Vous pouvez, enfin, Graciela, si tu veux commencer, faites comme vous voulez, hein, vous pouvez parler sans problème. Comme vous voulez. Et je pense que les sentiments étaient les sentiments d'exception, de l'exceptionnalité. Et d'une autre part, c'était une préoccupation pour les traumatismes comme effet. Et les sentiments de responsabilité en tant qu'éducateur. C'est ces 3 choses-là peut-être qui me marquent, enfin qui les temps me posent comme association première. Je Marcel, peux continuer. ou Yovan, oui. En prenant l'ordre. Non, mais il n'y a pas d'ordre pour moi, il n'y a pas de problème. Si tu veux, vas-y, Marcel. Hein. Non, pourquoi pas, vas-y. Ok. Alors, en fait, je me permets à nouveau de partager mon écran parce que moi, j'ai ressenti la même chose que toi, finalement, Graciela, parce que, alors, comment j'ai ressenti cette période? Oui, je l'ai ressenti avec du mal de dos parce que je ne pouvais pas bouger autant que je le voulais. Je suis quelqu'un d'hyperactif qui bouge tout le temps, même physiquement,
et quand bien même les sujets de recherche et les sujets de travail qui me sont chers tournent autour du numérique et donc forcément des technologies éducatives de l'ordinateur, je me suis senti donc enfermé dans une bulle, dans un espace je me suis posé une question très très simple. Puisque je sais faire un certain nombre de choses, et là sur l'écran, je suis en train de vous montrer ce à quoi j'ai dédié la plupart du temps du premier confinement du mois de mars l'année dernière, je me suis posé la question, moi qui sais faire un certain nombre de choses, pourquoi ne pas le faire bénéficier pourquoi ne pas faire bénéficier tous mes autres collègues en fait de ce savoir-faire? Alors, vous me direz, ça ne casse pas la baraque. En effet, c'est un outil comme un autre. J'ai compris en fait qu'on entrait dans une phase de solidarité, de partage de savoir et de savoir-faire. Et donc, avec mes compétences, j'ai travaillé au service de mes collègues de façon tout à fait volontaire pour leur montrer ce qu'ils peuvent faire avec les outils. Donc, finalement, en fait, le refuge, c'était complètement guidé par la solidarité, par cet élan de solidarité, de vouloir faire bénéficier à l'ensemble de mes collègues, en fait, le savoir-faire sur les outils dont nous disposons dans l'université Paul Valéry, que je vous montre également sur l'écran, pour grosso modo leur permettre de faire le travail par la même occasion d'acquérir un certain nombre de nouvelles compétences. Donc ça, c'était la façon dont j'ai meublé si je peux me permettre, cette période-là. Après, il y a eu d'autres choses que j'ai pu mettre en place. Et en fait, curieusement, l'interaction avec les étudiants s'est améliorée à longueur de journée. Ce qui a finalement pallié à cette espèce de solitude qui s'est installée subitement au mois de mars. Et ça nous a préparés tous, pas uniquement moi, pour ce second confinement dont on est en train de sortir un petit peu. Et donc, ça m'a un peu dégagé du temps pour penser à d'autres choses aussi. Alors, je ne l'aurais pas souhaité, ce second confinement, mais ça ne dépendait pas de moi. Comme dirait Garcia Lorca, et en fait, c'est pas plus tard qu'hier que j'ai lu, es que yo no tengo la culpa es de la tierra. On a fait ce qu'on a pu, mais on a fait ce qu'on a pu pour garder, pour créer, pour renforcer du lien, et on a fait ce qu'on a pu pour montrer que finalement, l'être humain, en fait, il est solidaire. Et c'est cette solidarité-là que je vais retenir de cette période-là qui finalement a fait du bien à tout le monde. Le téléphone qui sonne, le Messenger qui sonne, les réunions Zoom, bah, finalement nous montrent qu'on n'est pas si seul que ça, mais finalement on ne prend pas le temps en conditions normales de la normalité d'avant d'aller vers les gens. On court, mais finalement on est à se poser la question sur est-ce qu'on ne devrait pas ralentir un petit peu, se poser, réfléchir. Et c'était l'occasion pour moi de le faire, effectivement, pour quelqu'un d'hyperactif. Mais ça n'engage que moi, hein, le ressenti. Merci beaucoup, Yovan. Marcel? Bien, ben, écoutez, je vais essayer en 3 mots, mais de les commenter. Alors, le premier mot que je remets un peu comme sur mon diapo, c'est celui du changement. Mais comprenons-nous bien, ce n'est pas changer pour changer. Je pense que le monde est fait d'équilibre
et qu'on peut atteindre un autre plateau d'équilibre par le changement. Donc un changement dans la cohérence. Et ce changement dans la cohérence pour l'école, ben, c'est la cohérence entre les objectifs, qu'est-ce que nous voulons pour l'enfant et pour l'homme de demain, les méthodes à mettre en place pour atteindre ces objectifs, les évaluations, etc., etc. Premier mot, cohérence dans le changement. Deuxième mot que j'avais choisi, c'est compétence. J'en mettrai une en avant. L'école ne doit plus, ou pas seulement, nous apprendre des certitudes. Moi, j'ai été formé par la physique, bien sûr, avec des modèles, des théories, des règles, des formules, etc., etc. Et je pense que, bien sûr, ça doit rester. Il y a des gestes de base qu'un médecin doit pouvoir faire. Mais malgré tout, je pense que vivre avec la certitude et apprendre à continuer à apprendre toute la vie durant va devenir une compétence clé. Autrement dit, apprendre, réapprendre le statut de l'erreur, de l'incertain, etc. est important. Et le troisième mot, je rejoins Johan là, bien sûr, c'est l'idée de cet apprentissage collectif. Pour moi, je vais peut-être dire une hérésie, mais je serai le seul brûlé, ce n'est pas grave. Je pense qu'il y a très longtemps, à l'époque de l'écriture, les dieux étaient mis sur le pavois. C'était eux qui déterminaient les bonheurs, les malheurs, le temps des récoltes, etc. Avec le livre, et évidemment ce qui a suivi, les grands mouvements dans l'histoire, je pense que le savoir a été mis sur le pavois. Ça ne veut pas dire que les dieux ne sont pas encore là. Nous continuons à avoir une vue magique. Nous pensons qu'après le Covid, tout va s'arranger, quoi. Mais enfin, ce n'est pas possible. Après les dieux et le savoir, je pense que nous avons une chance de mettre l'humain sur le pavois. Et l'humain avec ses relations. Je pense que c'est le sens de l'humanisme numérique de Milad Douei. Merci beaucoup, Marcel. Caroline, est-ce qu'il y a des questions du public? Alors, il n'y a pas beaucoup de questions, mais il y en a une en particulier par rapport aux compétences et justement au savoir. Donc, je vous la partage et je vous laisse rebondir sur la question. Alors, je la reprends telle qu'elle a été posée sur le chat. Selon vous, quel est le profil des enseignants de français à court et à long terme? Et quelles seraient les compétences à encourager dans la formation initiale et continue des enseignants? Voilà, donc je vous laisse répondre. Jovan, si tu veux commencer, ou Marcel, ou Graciela. Je veux bien commencer, si vous me permettez, en fait, parce que ça m'interpelle, étant donné que nous sommes en plein dans la création de programmes pour habiliter nos formations universitaires, parce que comme l'idée en France, c'est que chaque formation universitaire doit être accréditée, habilitée chaque année, et il faut que ces formations-là répondent à un certain nombre d'exigences ministérielles, et pas uniquement ces exigences ministérielles, en fait, listent un certain nombre de compétences. Alors, plutôt que de me poser la question quelles compétences encourager dans la formation initiale, je partirai en fait du terrain. J'en ai parlé beaucoup. Je partirai du terrain. À mon sens, c'est les compétences dont les profs ont besoin pour bien faire le boulot. Et quelles sont ces compétences-là? Ça dépendra aussi du public. À qui on enseigne? Pourquoi on enseigne? Quelles sont les pratiques communicatives de votre public? Qu'est-ce qu'ils font à longueur de journée? Est-ce qu'ils sont tout le temps devant le téléphone, avec le téléphone à la main? Quelles sont les habitudes en fait d'apprentissage? Et en fait, c'est dans ce sens-là que pour moi, le travail de pédagogue, il est de trouver un juste milieu entre ce qui est l'intention
pédagogique et le besoin de l'apprenant. Donc, plutôt que de vous dire, je vais devoir rentrer dans telle et telle case pour être un prof de demain, posez-vous la question plutôt, de quoi ont besoin mes apprenants pour que moi, je puisse développer telle ou telle compétence qui va me permettre de satisfaire à ces besoins-là. Attention, ce n'est pas en fait une vision clientéliste. C'est une vision qui provient de notre mission qui est celle de transmettre des valeurs, des savoirs, des savoir-faire et des compétences. Parce que ça touche à la question fondamentale, selon moi, à quoi sert un enseignant? Pourquoi il y a des enseignants? Donc, ce n'est pas du tout ni dans une logique marchande, je dois m'adapter au client, le client a raison, etc. C'est juste de penser en termes de habitudes communicatives, parce que c'est dans l'interaction et dans l'échange en fait que le savoir se construit. La preuve, nous sommes en train d'interagir et d'échanger. Ça n'engage que moi, hein. Merci beaucoup, Giovanni. Marcel, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, comme j'ai été finalement impliqué dans la formation des enseignants, à la fois des enseignants instituteurs, comme on dit chez nous, donc pour les petits, l'école primaire, pour l'enseignement secondaire. J'ai terminé ma carrière en formant les profs d'UNIF. Je pense que ça a été le plus compliqué, d'accord? Oui, j'aimerais rajouter deux choses. Je ne vais pas me placer au même niveau que Johan. J'affirme avec lui tout ce qui a été dit, bien sûr, sur cette congruence, adaptation finalement à trouver entre les apprenants et les formés. Souvenez-vous de ma figure entre les rationalistes et les empiristes. Pour moi, c'était exactement ça. J'aimerais rajouter deux choses. Et pour moi, excusez-moi, là, je ne me pose plus vraiment de questions. Je vous dis ce que je pense et ça n'engage que moi. Je parle comme notre ami. La première, ce serait celle, je vais employer un mot compliqué, de l'isomorphisme, c'est-à-dire former les enseignants comme on voudrait qu'ils forment les élèves. Évidemment, ça demande de savoir comment on veut former les élèves. Mais pour là aussi, pas de problème. En ce qui me concerne, le monde va vers ce qu'on a appelé parfois la servuction. Autrement dit, le do-it-yourself. Au début, on a dit « servez-vous vous-même à la pompe à essence ». Maintenant, on dit « scannez les articles vous-même ». Au guichet de banque, il n'y a plus de personne, faites-le vous-même. En médecine, on dit « il n'y a pas seulement le professeur, l'expert, le médecin, mais on va demander au patient de se prendre en charge lui-même ». De nouveau, on va vers l'humain, là, quelque part. Et cet isomorphisme, pour moi, je vais plutôt le définir par l'absurde. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé dans les méthodes actives, apprentissage collaboratif, apprentissage par problème et par projet, et j'ai vu la formation des enseignants en ces domaines. On leur donne des conférences sur les méthodes actives. Mais vous vous rendez compte, mais c'est aberrant. Si on veut former les gens aux méthodes actives, il faut les mettre dans des méthodes actives. Comment voulez-vous qu'ils forment les élèves à des méthodes davantage centrées sur l'apprenant si dans toute leur formation, ils n'ont eu que des cours d'université? Et la deuxième chose, s'il y a bien pour moi quelque chose d'important, et excusez-moi, j'ai été professeur en sciences de l'éducation, c'est que les sciences de l'éducation ne soient plus les seuls responsables de la formation des enseignants. Je pense qu'il faut des experts qui connaissent les modèles, les recherches et tout, mais ils doivent absolument s'associer avec des praticiens. C'est là que je vois finalement ce collectif, cette horizontalisation qui est une des marques fortes de l'emprise du numérique. Ça n'engage que moi.
Merci beaucoup Marcel et Jovan pour ces réponses complémentaires, vraiment très, très intéressant comme approche et ça n'engage que vous. Du coup, Monica aura une petite dernière question à poser à Graciela, donc je lui redonne la parole. Merci beaucoup, Caroline. Alors, c'est une question qui est exactement plutôt adressée à Graciela. Ce contexte pandémique a modifié énormément les liens intersubjectifs sociaux et les liens surtout dans la communauté éducative. Alors, comment est-ce que tu vois la modification, comment s'est modifié le rapport entre l'école et les familles et comment est-ce que tu vois que ce lien pourront évoluer, ont évolué pendant cette année et pourront évoluer dans l'avenir, dans notre contexte, non? Ouais. Merci Monica pour ta question. Et bon, peut-être presque vous toutes, vous n'ignorez pas que les rapports entre l'école et les familles étaient des rapports affaiblis, qu'il y avait une sorte de questionnement réciproque très très fort, presque un miroir. L'école était bien critiquée pour les parents et les parents bien critiqués par l'école. Bien sûr, mais pas toutes, mais enfin, disons qu'on ne traversait pas pour une période de bonheur dans les rapports école-famille. Et tout d'un coup, je pense que l'école a pris quand même un nouveau sens pour la société dans son ensemble. Que le fait que les enfants aillent à l'école a pris une autre dimension. Et pour toutes sortes de raisons, des raisons très égoïstes, on ne sait pas quoi faire des enfants s'ils sont à la maison, et pour des raisons qui pensent au futur des enfants, etc. Je ne vais pas idéaliser les raisons. Mais il y a eu quand même une occasion de réviser, de revisiter, de reconsidérer les représentations réciproques. Et qu'est-ce que cela va devenir? Je pense que ça va se jouer en bonne partie dans le temps où la présence soit de nouveau démise dans les institutions, c'est-à-dire où le fait d'amener les élèves, les enfants au quotidien, va à recréer une sorte de lien particulier. Et je pense que Monica fait appel quand même, au-delà de la question école-famille, à la question de la subjectivité, qui peut être, qui ne devrait pas être comprise seulement pour la question du monde interne, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait du monde externe dans le monde interne. Et je pense qu'il y a vraiment un bouleversement des représentations et des fantasmes inconscients. Et qu'à vrai dire, on ne s'est pas posé la question encore sur les effets de ces temps dans les liens intersubjectifs. On ne sait pas encore comment dans le monde interne de chacun, ces temps externes si brutal, et pour les hyperactifs ou pour les sédentaires, c'est pareil, mais disons qu'il y a eu quand même un besoin je ne sais pas, d'être autrement, de fonctionner autrement. Et il y a eu des peurs qui se sont renouvelées, des rêves qui se sont interrompus, des cauchemars qui s'y sont institués, des régressions chez les uns et chez les autres. Il y a eu chez certains une sorte de trouver refuge dans l'ordre du familial. Il y a pour des autres que la famille est devenue vraiment un enfer. Donc, comme dit la philosophie, pas la psychologie qui pourrait le dire aussi, parfois un excès des familles devient mortel. Et on sait bien que les liens familiaux, pas parmi vous, qui avez tous des familles extraordinaires, aucun pépin, aucune discussion, aucune chose gênante, vous savez, des familles extraordinaires. Mais il y a une partie du monde qui n'a pas ces coins familiales si extraordinaires, si accueillants, et avec une capacité d'élaboration très forte. Et je pense que là, les grands ont eu beaucoup de mal à élaborer ces peurs et que les enfants ressentent la peur des grands d'une façon très, très forte. Et qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Mais on peut imaginer qu'il faudra quand même être très attentif à... Et je ne sais pas si je parle jamais des compétences, donc vous allez m'excuser, je prends sur
sur mon compte, je parle pour moi-même, mais je pense que dans la formation, il faudra peut-être prévoir de revenir sur quelque chose qui est loin de l'utilitaire et de tous les jours, et même dans l'utilitaire de la société, pour pouvoir réfléchir et élaborer des positions philosophiques. Je veux dire une façon d'être présente, une façon d'entendre, une façon d'écouter, une façon de regarder, une façon de reconnaître. J'aurais bien sur cette expression de Paul Ricoeur, c'est inutile de prétendre que l'autre a un lien à la connaissance si on ne commence pas pour le reconnaître. La reconnaissance est la porte d'entrée à la connaissance. Et là, je pense qu'il y a quand même un besoin de reconnaissance peut-être réciproque, mais les grandes personnes, les générations qui ont à la charge les gestes des transmissions, se doivent peut-être de reconsidérer ce regard autrui, cette compréhension de l'autrui. Et cela ne veut pas dire renoncer à la transmission. Je crois que l'éducation, c'est des gestes de transmission compris d'une façon non mécanique, comprise vraiment comme quelque chose. C'est pourquoi aussi ça me fait un peu de bruitage, la question d'imaginer les 19e, les 20e, les 21e, c'est-à-dire la transmission met en jeu l'entretemps. Et on pense comme ici, vous savez donner preuve aussi, on pense, je ne sais pas, des choses que Platon a donné à penser, qu'Aristote a donné à penser, que Socrate a donné à penser, et aussi les choses que les contemporains de nos jours donnent à penser. Donc je pense que c'est un mélange entre siècles. Mais pour que ces mélanges, ces cohabitations puissent construire le monde, il faut quand même être capable d'une hospitalité et d'une générosité pour penser la remise en fonctionnement de la logique du don, pas peut-être dans l'essence de Marcel Mauss, mais plutôt dans l'essence de Jacques Derrida. Enfin, je ne sais pas si je pourrais m'élargir, c'est un sujet qui me tient à cœur, et parce que je pense qu'en fait, tout se joue dans le rapport au savoir. Pas à cette savoir ou à un autre savoir, pas à cette compétence, une autre compétence. C'est les liens avec les méconnus, c'est les liens un peu... les collègues l'avaient repris, c'est les liens avec l'incertain, c'est les liens avec les méconnus. C'est supporter l'incertitude, mais pas l'incertitude des néolibéralismes qui disent qu'il faut devenir conforme au fait que tout va être bouleversé, qu'on ne sait pas combien de boulots on aura dans la vie. Et ce n'est pas cet confort dans l'incertitude marchande. Non, c'est les liens avec l'incertitude de tout savoir qui amène quand même la question de l'inconnu et aussi de ce qu'on ne pourra pas connaître. Et c'est ces liens au savoir que je pense qu'aujourd'hui est mis en question parce que quelque chose est mis en question et comme certains psychanalystes les proposent pour penser, que c'est les choix sublimatoires est un choix qui s'est affaibli énormément. Et on les voit dans la réapparition de la violence, c'est-à-dire du pulsionnel qui ne cherche pas que la satisfaction rapide, la décharge, et pas la démarche complexe que la sublimation exige. Enfin, excusez-moi d'avoir pris un moment. Pardon. Merci beaucoup, ça a été très clair. Merci beaucoup, Graciela. On passe à la clôture. Caroline? Oui, alors il y a peut-être une dernière question qui a été posée par Claudio Papizio, je ne sais pas comment on prononce le nom de famille. Marcel, tu as répondu dans le chat, mais peut-être que ça serait bien de partager avec l'ensemble du groupe. La question était la suivante. Est-ce que tu peux expliquer isomorphisme appliqué à l'enseignement ou à la formation des enseignants de formateurs? Donc, tu as répondu, mais peut-être simplement pour partager la réponse avec tout le monde. Il faut que tu actives ton micro, pardon. Activer, voilà. Pour être très clair, lorsque je parle de ça, je fais une sorte de parallélisme entre la formation initiale des enseignants, autrement dit, des enseignants qui enseignent aux apprenants futurs enseignants, un parallélisme entre ça et
la formation des enseignants, la formation que donnent les enseignants dans leur classe. Pour moi, cette notion d'apprentissage est une notion assez transversale. Les experts vous diront, oui, mais former des enseignants, ce n'est pas la même chose que former des élèves, bla, 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 c'est exactement la même chose. Il y a des savoirs, il y a des compétences, il y a des contextes différents, mais pour moi, il y a cette symétrie. Et donc, je vous disais, si on veut former en formation initiale des enseignants en méthodes actives, il faut les former par les méthodes actives. Alors, j'insiste aussi sur ce point de la formation des enseignants. Est-ce que vous pensez que dans 40 ans, dans 50 ans, les enseignants vont toujours se former en venant dans des écoles, suivre des cours sur le 27e facteur de la motivation, suivant Roland Villot, etc., etc.? Peut-être, mais il y a déjà maintenant d'autres modes de formation qui se mettent en place. Je vais vous raconter rapidement mon expérience que j'ai suivie depuis 2012 des classes inversées. Il n'y a pas que les classes inversées dans la vie, je sais bien, je prends ça comme exemple. Ce concept, ça a été inventé par des enseignants du secondaire en chimie. Ce n'est pas venu des sciences de l'éducation qui ne l'ont pas vu venir, ce n'est pas venu d'un politique qui a décidé on fait comme ça. 2 enseignants en chimie quelque part ont décidé qu'ils ne donneraient plus cours de chimie, mais que les savoirs seraient transportés par des vidéos, des sites web, etc., et qu'ils allaient utiliser la classe pour faire des activités significatives. Le concept est arrivé en 2013-2014 en France. Le premier congrès des classes inversées se tenait en 2015, organisé par des enseignants sans le soutien d'aucun ministère, etc., etc. Il y avait 80 personnes. En 2017, ils étaient 350 et en 2019, plus de 1000 personnes. Et comment ces gens se sont formés? Sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire, ah, mais les réseaux sociaux, c'est pas bien. Je vous répondrai, choisissez bien vos amis. Moi, je choisis bien mes amis sur Facebook, Twitter, et chaque matin, j'ai des choses intéressantes qui me viennent par les réseaux sociaux. Et ils ont partagé leurs pratiques, ils ont partagé leurs plans de cours, ils ont partagé les vidéos, etc. Voilà un exemple de société apprenante dans un tout petit domaine qui est en train de rouler. Et cette année, le congrès des classes inversées n'ont pas su le faire. Il a eu lieu en ligne, comme d'habitude, avec des partages de pratiques et très, 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 très peu d'experts qui venaient faire des grandes conférences. Je pense que ce ne sera pas le seul mode de formation, mais il va se mettre en place. Merci beaucoup, Marcel. Comme on dit, quand on passe un moment agréable, le temps passe vite. Voilà, ça fait déjà 1h30 qu'on est réunis autour de cette table virtuelle. Donc, ce sera le mot de la fin. Moi, je voulais vous remercier pour votre présence. Merci aussi à nos intervenants pour partager avec nous leur expertise, leur point de vue. Donc, merci Graciela, Jovan, Marcel, Monica. À bientôt.